l'immense joie d'être la co-fondatrice et co-directrice du groupe de recherche et consultance avec Marjorie Vidal, qui est un groupe de recherche indépendant et nouveau. On travaille, nous-mêmes, on est peut-être un peu une structure alternative de recherche. Donc, même combat. Et on essaie de travailler sur des recherches collaboratives avec des milieux, notamment alternatifs de scolarisation, mais beaucoup sur l'éducation, l'information, tout ça, dans une perspective d'accroître la justice sociale. J'ai aussi l'honneur d'être accompagnée de Patricia Gagné, qui est de l'Alliance des milieux alternatifs de scolarisation du Québec, et de Benoît Bernier, qui est directeur du développement à l'ICLIC. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de 2 recherches collaboratives qu'on a menées ensemble, donc le groupe EFE avec la masque et l'ICLIC. Donc voilà, je vais laisser la parole tout de suite à Patricia qui va présenter un petit peu ce que la masque est. Alors, bonjour à tout le monde. J'avoue que c'est un petit peu déstabilisant d'être devant des personnes en 3 dimensions après 2 ans d'écran Zoom, là. Je vais essayer de m'y faire. Donc, voilà, l'Alliance des milieux alternatifs de scolarisation du Québec existe depuis 2017 et 5 fonctions, donc de rassembler les milieux alternatifs de scolarisation. On parle d'alternatifs, mais je vais vous en jaser tantôt parce que c'est un terme qui peut porter à confusion aussi. De développer le réseau des structures alternatives, en fait, en marge de scolarisation. De documenter, donc on travaille beaucoup en recherche en continu, entre autres avec Marjorie et Marianne. Et on se caractérise de l'innovation sociale. On est très impliqué au Réseau québécois d'innovation sociale. Ensuite, on se fait de la sensibilisation, donc on travaille beaucoup au plan politique, gouvernemental, avec une équipe d'experts. Et on travaille aussi à communiquer ce qu'on fait, ce que les milieux alternatifs font dans la sphère publique, dans l'espace public. Ceci dit, je voulais parler du mot alternatif. Il ne faut pas confondre. En France, on parle beaucoup de milieux alternatifs. Ici, il y a un réseau québécois d'écoles alternatives. Donc, ce n'est pas tout à fait nos milieux, à la différence que nos milieux sont issus du monde communautaire, associatif, comme vous le dites en France, là. Donc, ce ne sont pas des milieux issus du public. Et ils reçoivent parfois du financement public, mais pas tous. Et donc, on est en train de réfléchir là, à une autre appellation qu'alternatif, adapté ou agile. En fait, on va se pencher là-dessus très, très prochainement. Et je voulais, en terminant, j'ai juste 3 minutes, je pense que j'ai même dépassé, dire que... En fait, le réseau des écoles alternatives du Québec qui sont dans le secteur public, c'est pas nous, et ça s'adresse vraiment pas aux décrocheurs, accrocheurs, population en marche, ça s'adresse aux personnes dont les parents sont capables d'être des co-gestionnaires et des co-éducateurs. Merci. Donc, les premiers résultats qu'on va présenter, c'est ceux d'une recherche collaborative qu'on a menée avec la masque. Une recherche collaborative, un peu comme Christophe et Sophie dans le crypto, ça implique de faire la recherche avec les milieux. Donc, j'en voudrais pas souligner d'entrée de jeu la contribution des gens dans les masques qui ont permis de documenter, en fait, les objectifs de cette recherche-là. Donc, il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui ont pris de leur précieux temps pour, en fait, donner les résultats, quoi, que ce soit en faisant le suivi des jeunes ou en documentant même leurs interventions. Donc, je souligne cette précieuse contribution. Et les résultats qu'on présente aujourd'hui, c'est en partie sur une recherche qu'on a menée au début de la COVID. Donc, c'était pour voir un petit peu la persévérance scolaire des jeunes qui fréquentent les masses. Donc, voir les facilitateurs et les freins. Par contre, c'est simplement de dire que quand on fait une recherche, on essaie d'avoir le plus de participation possible. Donc, on a eu une représentativité quand même intéressante des milieux alternatifs de scolarisation qui avaient participé à cette recherche-là. Donc, une répartition régionale assez représentative de la réalité.
résultats de recherche qui sont considérés, c'est la participation de 641 élèves inscrits ou inscrites avant le confinement. Des masses, un peu comme on a mentionné tout à l'heure, qui ont des ententes de partenariat avec les centres d'éducation adultes, les CEA, qui font partie dans le fond de la structure scolaire plus traditionnelle. Bon, il y a des pourcentages de 42% qui disposent aussi des ressources pédagogiques additionnelles, comme vous pouvez le voir dans l'épisode aussi. Cette recherche-là, donc, comme j'ai mentionné, elle a été menée en début de COVID. Elle a donné des résultats vraiment intéressants et impressionnants de la persévérance scolaire dans les masses. Je pense que c'est bon aussi de savoir de se laver un petit peu, de voir nos réussites à nous comme structure, parce qu'on est dans la structure. Donc, on a vu dans la recherche qu'il y avait, parmi les 641 élèves inscrits avant le confinement dans les masses, il y avait 92% de persévérance. Puis par rapport au milieu scolaire, sans vouloir faire des comparaisons, on a pu voir pendant la COVID qu'il y avait un haut taux de décrochage chez les adultes. Donc, je pense que c'est quand même une immense réussite dans les milieux alternatifs de scolarisation. Et donc, on avait 81% des masses qui avaient un taux de rétention de 90% et plus. Les chiffres sont un peu brouillés ici, mais on voit qu'il y a 43% des masses qui n'ont connu aucun taux de décrochage, qui est extraordinaire. 38% des masses qui ont connu un taux de décrochage entre 0,1% et 10%, qui est également très bien. Et 20% des masses qui ont connu un taux de décrochage de plus de 10%. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont, comme je dis, impressionnants. Surtout en temps de COVID, les premières pierreries, je pense qu'il disent que dans la COVID, il n'y avait pas remarqué tant de variation de ça. Puis c'est quand même impressionnant pour les masses aussi de voir qu'il y a eu autant de persévérance alors que dans le milieu traditionnel, dans le milieu scolaire, il y a eu plus de décrochage que ça. On a remarqué, en fait, c'est un des aspects là, qui est autant un résultat qu'une conclusion, en fait. C'est la rapidité de réaction des masses. La rapidité de réaction des masses, dans le fond, qu'aussitôt qu'ici la COVID a été annoncée, ou en tout cas que le monde s'est arrêté publiquement, c'était le 12 ou 13 mars. Et en 3 jours, il y a déjà eu un retour des interventions dans les masses, notamment là, du social à distance. Et ça, comme je dis, c'est un résultat, mais aussi un constat que cette flexibilité-là du milieu alternatif de scolarisation est favorable en fait à la persévérance scolaire, ce qui est quand même notable et unique. Ça. Puis donc, 24 jours plus tard, il y avait aussi le début des activités pédagogiques à distance. Un autre aspect, mais ça c'est aussi un résultat, puis il y a une particularité des masses. En fait, c'est qu'il y a 85% des masses qui ont réalisé des activités pédagogiques pendant la COVID. On a vu quelques exemples ici de déclinaison de type de services, mais aussi des services psychosociaux. Donc ça, cette complémentarité-là, la nature des services est vraiment fondamentale. Et encore une fois, c'est autant un résultat que ce qui fait la particularité des masses. Donc, ce qu'ils sont fait un peu leur succès. Je vais laisser la parole ensuite à Benoît pour présenter l'organisme Déclic, qui est en fait un des masses. Puis après, on va revenir au résultat de la recherche collaborative qui est menée avec Déclic. Bon après-midi, merci Marianne. Déclic, peu de choses, c'est un organisme qui existe depuis déjà presque 30 ans. On travaille avec une population de jeunes adultes qui sont âgés entre 16 et 25 ans principalement. Notre orientation, nous, c'est de soutenir la transition à la vie adulte à travers des activités qui vont soutenir la scolarisation, l'insertion socio-professionnelle, et on s'adresse à une population qui présente un peu de complexité, de complexité au niveau du profil. Ce qu'on remarque chez nos jeunes, c'est évidemment beaucoup de sous-scolarisation, des retards scolaires importants, difficultés, troubles d'apprentissage, problèmes de santé mentale, c'est marqué souvent, instabilité résidentielle, distance transitoire, enjeux particuliers associés aux dépendances, enjeux particuliers associés au comportement, et évidemment la pauvreté et une assez grande précarité économique. Notre approche va être assez claire en fait d'une approche globale, systémique et interdisciplinaire, et puis notre vision en fait de l'intervention, notre processus d'intervention fait plusieurs choses. C'est travailler à ce que le jeune devienne disponible cognitivement à l'apprentissage, qu'il puisse s'engager dans son cheminement, donc trouver de la motivation, de l'autodétermination,
pour qu'ensuite ils puissent arriver en réussite éducative et passer ou faire un passage vers le marché du travail avec une insertion socio-professionnelle réussie. On travaille avec une équipe multidisciplinaire, ils sont là, notre équipe, Dieu là-bas, un peu la même avec l'équipe. Voilà. Équipe de feu d'ailleurs. Cette équipe-là est composée évidemment de gens qui sont du domaine de l'orthopédagogie, de la psychopédagogie. Ce sont des gens qui ont des expertises en santé mentale, en éducation spécialisée, en psychoéducation, et qui ont tous aussi développé des habiletés pour soutenir le développement des compétences personnelles et sociales de nos jeunes. Nos modalités d'intervention sont individuelles et de groupe. On a toujours des projets qui se renouvellent et qui se précisent depuis 30 ans pour aider les jeunes à développer la stabilité, oui, mais aussi des compétences personnelles. Le projet de parcours travaille en fait au niveau des deux premiers éléments qu'on a vus dans notre orientation de service, c'est-à-dire aider les jeunes à développer de la disponibilité cognitive et soutenir son engagement personnel dans sa démarche de retour à l'école et de scolarisation. C'est un accompagnement intensif qui prépare ces jeunes à l'insertion scolaire au secteur de l'éducation des adultes, donc dans les centres d'éducation des adultes. Pour nos amis français, je vous rappelle qu'il y a comme une espèce de deuxième voie après le secondaire ici qu'on peut emprunter, et qui est aussi un parcours de niveau secondaire, mais dédié en fait aux adultes. Approche hybride, donc il y a dans ce projet-là autant des interventions de groupe que des interventions individuelles. Ce sont des interventions intensives qui soutiennent en fait l'engagement et le développement de la disponibilité à travers différents trucs. On cherche évidemment, on mise évidemment sur le développement de l'autonomie par l'acquisition de stratégies d'apprentissage, mais qu'on va aborder dans un contexte qui n'est pas spécifiquement scolaire. Donc des activités que nous on nomme ludo-éducatives au sens large, mais qui permettent aux jeunes aussi de prendre du pouvoir, en fait, encore une fois, dans son autodétermination, de prendre du pouvoir sur la situation, de travailler, en fait, dans l'idée qu'on est capable, dans un groupe, parce qu'ils ont des décisions à prendre en collégialité, à avoir une réussite que nous, on aura choisie. Donc, ils choisissent la destination, on donne les moyens, ils gèrent les moyens, et ça pendant 6 semaines, avec un regard extrêmement attentif de la part de tous nos professionnels, parce que le but, c'est évidemment de créer des liens avec ces personnes-là qui doivent nous connaître, qui doivent se tisser un lien en fait avec la structure. Puis c'est un lien évidemment qu'on a sur le long cours, parce que chez nous, parcours, c'est une façon d'arriver chez les clics, et l'accompagnement que l'on offre de manière générale peut aller de 4, 5, 6 à 7 ans, compte tenu des profils des jeunes que l'on accompagne. C'est un projet qui est soutenu évidemment par 2 grands ministères ici au Québec, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je vais présenter un peu les résultats d'une recherche qu'on est en train de mener avec l'équipe recherche collaborative. Encore une fois, je ne pas souligner l'apport fondamental des intervenants qui documentent en fait non seulement les interventions, mais qui prennent du temps supplémentaire pour arriver aux besoins de la recherche. Parfois, ils sont lourds et bavards. Mais dans la recherche collaborative, on essaie toujours de trouver ce juste équilibre-là entre créer des outils à partir de ce que les intervenants utilisent, puis en même temps de pouvoir documenter dans le temps pour avoir des résultats rigoureux qui suivent, puis aussi qui témoignent de ce qui se fait, mais qui rendent justice à ce qui se fait dans les organismes d'éthique. Donc, dans le cadre de cette recherche-là, on pouvait voir un petit peu c'est une recherche d'évaluation, un petit peu, comme tu disais tantôt aussi. Est-ce que, c'est quoi un petit peu les effets et les résultats de ce programme-là que Benoît vient de décrire? Donc, on a, en fait, des statistiques sociodémographiques, c'est presque 50% d'hommes et de femmes, donc 49% de femmes et 50% d'hommes. L'âge moyen participant à ce projet-là était de 20 ans. Puis on a la distribution avec des âges qui montrent que la totalité des personnes participant à parcours avaient en bas de 30 ans, de 25 ans, en grande majorité. Ça a l'air d'un tableau barbare aussi, on voit pas tout, mais dans le cadre de la recherche, on a demandé aux intervenants de faire un sondage de suivi auprès des participants de parcours pour voir un petit peu les rendus dans leur formation. Après leur passage à l'équipe particulièrement parcours, ils en étaient aussi dans la situation de travail pour un petit peu mesurer les effets. Donc on avait leur situation avant et leur situation après. Puis on a pris 3 temps de mesure en fait. Un temps de mesure est
moment écoulé depuis qu'il avait passé à l'écrit. On remarque, en fait, je vais faire sortir pour vous un petit peu les données intéressantes. Là. Plus le temps avance depuis le passage au projet parcours, plus on a des taux de retour ou de maintien en scolarisation qui sont très intéressants. Là. Donc, si vous voulez, la dernière ligne de sous-total formation, ceux qui ont fini 3-6 mois depuis 3-6 mois par cours, ils ont 75% sont en retour aux études ou un diplôme. Et plus le temps avance, plus ce taux augmente là. Il y a une variation entre le moins d'un an et tous les répondants qui ont potentiellement fini par cours depuis plus d'un an, mais c'est qu'on voit une petite diminution, en fait, mais c'est qu'on remarque qu'il y a une augmentation de ceux qui ont finalement obtenu un emploi. Donc, cet écart-là s'explique beaucoup par le retour en emploi. Puis l'autre donnée qui est intéressante, c'est qu'il y a une nette diminution des élèves ou étudiants qu'on appelle mis en emploi et mis en formation. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que potentiellement la participation au projet parcours contribue au maintien, au retour aux études à en emploi. L'autre donnée intéressante dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une donnée qui est relative à un outil d'intervention qui a été développé par les intervenants de l'équipe. Puis encore une fois, on a essayé d'arriver avec les besoins de la recherche. Donc, c'est un outil que les intervenants ont mis en place qui s'appelle le plan d'action, qui s'appuie, bien Marjorie puis Yann en parlait un petit peu, puis les intervenants tantôt, mais sur une mesure d'engagement. Donc, il a été décliné en 3 facettes. Engagement cognitif. On demande aux jeunes c'est quoi l'importance pour lui ou elle d'un objectif qui est déterminé par le jeune lui-même. Ça peut être d'aller en hébergement, ça peut être d'avoir un budget, de trouver un emploi. Donc, c'est un objectif que la personne décide elle-même de poursuivre. Et elle situe sur une échelle de 1 à 5 son niveau d'engagement cognitif, à quel point c'est important, son engagement comportemental, à quel point il est en train de modifier ce comportement-là pour atteindre l'objectif. Puis un engagement social, à quel point il est confortable de faire ça, ou il a encore besoin d'accompagnement d'un intervenant ou d'une intervenante. Puis les mesures qu'on a obtenues sont vraiment intéressantes. Il y a une variation, en fait, du niveau d'aisance dans ces 3 types d'engagement-là. On voit que la variation, donc la ligne la plus haut d'engagement cognitif est moins grande, mais ce qui tombe sous le sens, puisque c'est l'importance que la personne accorde elle-même à l'objectif qu'elle a visé. Donc, on peut parler plus d'un maintien. Et les 2 autres types d'engagement, comportemental et social, il y a une variation super intéressante, en fait, qui augmente de ce niveau d'engagement-là. Donc, qui suit à l'intervention, en fait, qui prend cours à l'équipe. Je voulais souligner quelques leviers, en fait, un peu comme je disais tantôt, ce qui fait la particularité des masses, c'est aussi leur force, ce qui explique un peu leur niveau de résultats et de persévérance dans leur milieu. Donc, la taille des structures qui sont souvent des structures plus petites, plus humaines, et qui permettent peut-être une intervention aussi plus personnalisée. Leur flexibilité, quand j'ai parlé des résultats des masses, on a vu qu'il y avait une réactivité très rapide durant la COVID. Donc, ces structures-là peuvent se permettre de s'adapter rapidement à des situations inattendues comme une pandémie. La variété des services que je peux de faire, je pense que Benoît a bien illustré qu'il y a des clés, puis dans d'autres masses aussi, il y a des services autant psychosociaux-pédagogiques et tout ça, qui permettent en fait de voir la personne, le jeune, comme dans son contexte global, qui sont plus prometteuses pour la réussite, la persévérance. Et la complémentarité avec les autres structures, il y en a des questions dans la présentation de Marjorie et Anne, mais la complémentarité avec les structures du système scolaire comme les centres d'éducation d'études. Puis je voulais souligner 3 petits points sur la recherche collaborative. En fait, c'est des axes et des défis qu'on a avec comme chercheurs alternatifs. de toujours garder le cap sur les besoins et les objectifs des milieux, tout le temps poursuivant les recherches qui sont rigoureuses et dans lesquelles on remet vraiment ce qui se fait dans les milieux, pour traduire et opérationnaliser les besoins et les objectifs pour qu'ils s'articulent dans une recherche, puis créer des outils de collecte de données pour documenter les objectifs sans objectif du travail aux personnes qui sont dans le milieu. Et ça, c'est un beau défi, mais ça fait partie de la collaboration dans la recherche et de documenter dans le temps ces résultats-là,
pas que ça ajoute la tâche aux gens qui travaillent. Puis je voulais, j'ai souligné plusieurs fois le travail des intervenants, mais s'il y a d'autres questions plus spécifiques aux interventions qui sont mises en place, je ne voudrais pas que vous vous gêniez à prendre la parole, que ce soit dans la période de questions ou dans la télé, que je m'adresse autant d'intervenants, d'intervenantes d'équipe que ceux des masses qui ont répondu au sondage de COVID. Ben, La réponse est oui. Le défi, c'est comment s'auto-financer, parce que nous, on est quand même une structure indépendante. Jusqu'à maintenant, on a le bonheur et la chance de pouvoir collaborer avec des structures, des milieux qui réservent une part de leur budget à la recherche parce qu'ils trouvent que c'est important. Puis que, fait que ça, c'est comme une chance inouïe. Puis, oui, évidemment, à un moment donné, comme chercheurs indépendants, on voudra développer des problématiques. Puis après, c'est toujours dans la collaboration avec ces milieux-là. Il faut que ça leur serve, entre guillemets, sans que ce soit du commun non plus. Il faut que ce soit dans un intérêt aussi commun, donc de chercheurs, chercheuses, puis de gens du milieu. Ben, je pense que nous, dans notre perspective, justement, c'est de toujours inscrire quelque part dans nos intérêts, dans nos objectifs, de bien mesurer ce qu'on fait, mais aussi c'est d'avancer quelque chose qui n'est pas facile à financer, effectivement, c'est la recherche d'action, la recherche collaborative, en mettant ça dans nos projets de développement. Ça veut dire c'est d'intéresser aussi nos bailleurs de fonds à la nécessité de se questionner, de questionner nos pratiques pour les faire évoluer. Mais oui, tout à fait, nous, ça fait déjà quelques années qu'on est là-dedans et il y a de l'écoute ici au niveau des gouvernements et des bailleurs de fonds pour vraiment investir dans le développement sur des bases plus solides, je dirais, plus confirmées. Je n'aimerais pas ça comme des conflits, mais j'aimerais ça comme amener des zones de tension qu'on résout ensemble parce que c'est très itératif. On a rediscuté souvent, mais oui, c'est très porteur parce que ça nous oblige évidemment à réfléchir, ne serait-ce qu'à la façon dont on nomme les choses, qu'on regarde les choses, qu'on organise les choses, mais aussi jusqu'à quel point on est conscient de ce qu'on fait pendant qu'on le fait. Ben moi, on ne s'est pas parlé, puis j'aurais utilisé le même terme de tension pour. Puis dans le fond, c'est normal, c'est comme en amitié ou en amour. Il y a des tensions qui sont effectivement fécondes, qui permettent d'aller plus loin. Je pense que en recherche collaborative, je pense que ça prend beaucoup d'humilité de part et d'autre. Comme chercheur, de dire, je n'ai pas nécessairement raison, ou probablement pas, en fait. Mais j'apporte un outil qui s'appelle la conceptualisation pour soit mettre au jour, mettre en lumière ce qui se fait dans un milieu, puis que ce milieu-là m'apporte un autre type de compréhension. Puis finalement, c'est aussi la production de connaissances nouvelles, autant dans les outils que dans la conceptualisation. Fait que c'est pas, on ne se dispute pas, mais on discute. Je peux parler de notre cas à nous, de nos mécanismes de collaboration. On ne travaille pas vraiment avec les centres de services scolaires. On va aller directement où les jeunes adultes se retrouvent. Je vais regarder Manon, qui est là, qui est la directrice en fait d'un des centres avec lesquels on collabore. Et c'est vraiment une question de relation, je dirais, d'individu à individu. Je ne sais pas si ça va être d'accord avec moi. Et tu vois comment ça collabore bien. Et c'est vraiment à ce niveau-là, je pense que c'est tout un apprivoisement de travailler avec des structures qui sont, disons, un peu plus rigides, qui ont peut-être moins de marge de manœuvre que nous en a, mais c'est la beauté de la collaboration, c'est ça, c'est d'essayer de trouver comment on va rentrer dans notre zone maximale de développement mutuel et qu'on va réussir à cheminer là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment dans le désir commun. Et il y a des moments où il y a des changements de direction et où c'est plus possible. Il faut en être conscient. Et ça c'est dans les milieux directement. Peut-être pour
pour compléter, là, au plan provincial, ça dépend vraiment des régions et des personnes, comme disait Benoît. Il y a des endroits où on ne sent pas de menace, les échos ne sont pas là. On veut juste collaborer pour que les élèves soient dans la réussite éducative. Il y en a d'autres où c'est plus difficile de collaborer. Nous, on travaille beaucoup avec la Fédération des centres de services scolaires là, pour faire avancer la cause, en guillemets, mais c'est très inégal.